Et ce matin, nous accueillons son président Jean-Luc Chauvin. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Elsa. C'est un plaisir de se retrouver. On va bien sûr ensemble, comme nous en avons pris l'habitude, balayer les dossiers économiques nationaux et locaux. Et puis à la fin de ce journal, vous nous avez amené un invité. Vous n'êtes pas venu seul puisqu'on accueillera également Laurent Cohen. Laurent, bonjour. Bonjour Elsa. Vous êtes directeur général des parfums Corania et votre boîte a fait l'objet d'un reportage qu'on découvrira dimanche soir. Au cours de l'émission Capital, ce sera sur M6. Quand une entreprise marseillaise est mise à l'honneur, eh bien l'UPE 13 et Radio JM avaient envie d'en parler. On vous retrouve à la fin de ce journal. Alors on va aborder ensemble, Jean-Luc, plusieurs sujets comme on le fait d'habitude. Et tout d'abord, on va parler du dossier ArcelorMittal, le site Florange, beaucoup à dire. Mais tout d'abord, on va écouter... J'adore quand je fais mon journal et que je vois mon technicien qui fait de grands gestes de l'autre côté. On va, vous le savez, écouter un petit extrait pour pouvoir rebondir là-dessus. La présence industrielle de Mittal n'est pas remise en cause en France. Il y est présent et très présent, à la condition que M. Mittal accepte de céder la totalité du site de Florange qu'il n'a pas voulu. Il faut dire que le temps presse pour le gouvernement. ArcelorMittal laisse jusqu'à samedi à l'État français pour trouver un repreneur aux fourneaux de Florange. François Hollande rencontre donc Lakshmi Mittal pour tenter de trouver une issue et éviter la fermeture pure et simple de ces hauts fourneaux. Alors hier soir, il y a eu un nouveau chapitre, un nouveau volet à cette affaire, puisque le Premier ministre a garanti qu'il n'y aurait pas de licenciement, mais les syndicats ne sont pas convaincus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que président de l'UPE 13 de ce dossier, Jean-Luc Chauvin ? Alors, d'abord, je crois qu'il faut resituer le contexte de l'acier dans un contexte mondial où il y a une très grande concurrence et où, une fois de plus, si on veut être tout à fait clair et si on ferme pas les yeux, on se rend compte qu'on a un problème de compétitivité dans ce pays qui est indéniable. C'est bien évidemment, ça touche directement l'emploi. Si je fais un petit retour en arrière sur ce qu'on a entendu de M. Montebourg, je vous rappelle que la proposition de Montebourg de nationaliser, Dieu merci, n'a pas été suivie. Vous avez été surpris par ces propos ? On a été surpris, bien entendu. C'est un non-sens économique. En 80, on a eu les mêmes raisonnements qui ont conduit ensuite à dénationaliser. On sait bien que ça fonctionne pas. L'économie est ouverte et mondiale. Je vois pas comment un pays pourrait aujourd'hui bloquer, faire tout seul dans un monde à part. Enfin, je veux dire, c'est un non-sens. D'ailleurs, heureusement, un certain nombre de ministres se sont exprimés là-dessus et le président de la République et le Premier ministre ont pris une position différente, qui est une position de réalisme. Donc, Lakshmi Mittal a trouvé une solution d'accord avec un investissement fort. Pour autant, ça règle le problème que partiellement, parce qu'effectivement, le fait de cet investissement va permettre de sortir momentanément et de maintenir l'emploi par des investissements, mais ça règle pas le problème du prix de l'acier, du prix de sa production, donc du coût de la main-d'œuvre qui participe. Ce qui inquiète les syndicats, c'est que c'est une solution à court terme. Mais probablement, ils ont probablement raison. Tant qu'on se contentera de faire des mesurettes plutôt que de réformer en profondeur le problème du coût du travail, on aura des difficultés. Et ce qui est vrai aujourd'hui pour Lakshmi Mittal, donc ce qui est vrai pour ArcelorMittal à Florange, et il faut pas s'en réjouir, puisqu'on a nous sur le territoire avec Foss une grosse usine d'ArcelorMittal, reste vrai pour beaucoup d'autres secteurs d'activité où on est en concurrence frontale avec l'ensemble des pays du monde et où notre coût du travail n'est plus du tout aligné avec la réalité. Il faut réaménager notre coût du travail, il faut amener une compétitivité, il faut permettre aux entreprises de se battre à l'international tout en faisant en sorte de maintenir notre système de protection sociale. C'est ça le défi qui attend le gouvernement actuel. C'est un sacré défi. C'est un sacré défi, c'est tout à fait faisable. L'Allemagne a réussi à le faire avec Schröder à l'époque, donc dans les années 2000, avec les Allemands. Vous savez, au fond, les Français, ils sont conscients que les difficultés sont là, ils ont envie de conserver de l'emploi et ils ont envie de conserver un système de protection sociale, donc ils sont prêts à faire des efforts. Il suffit de leur dire la vérité plutôt que de leur raconter des balivernes à des fins politiciennes. Autre sujet qu'on voulait aborder ensemble, il y a en ce moment même depuis lundi à l'Assemblée nationale l'examen du budget rectificatif de fin d'année. Écoutez, puis on revient ensuite sur les crédits d'impôt pour la compétitivité. Mon gouvernement est le premier gouvernement à prendre en même temps l'entière mesure des trois déficits dont nous souffrons. Le déficit du dialogue social, le déficit des comptes publics et le déficit de compétitivité de notre économie. Dans l'effort collectif, chacun aura sa part de responsabilité. Cette démarche correspond aux engagements pris par le président de la République devant les Français. Elle est résolument de gauche, car son objectif, c'est l'emploi. Son objectif, c'est le redressement dans la justice. Alors, ce crédit d'impôt pour la compétitivité, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Écoutez, ça fait la liaison parfaite avec ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ArcelorMittal. C'est une des mesures qui est indispensable si on veut continuer à préserver, à développer la dynamique économique. Et donc, on parle de quoi ? De l'emploi. Parce que si on crée, si on développe nos entreprises, c'est bien pour créer de l'emploi. Donc, c'est indispensable. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que on sait très bien que c'est pas suffisant, 20 milliards. Il y avait un rapport gallois qui en préconisait 30, ce qui était un minimum. Nous, au niveau donc de l'UPE 13 et du MEDEF, on était plutôt sur une valeur de 50 à 70 milliards. Donc, c'est pas assez. 2, le mécanisme est en train de s'éclaircir, mais c'est que pour l'année d'après, le crédit d'impôt. Donc, on perd encore une année, ce qui est quand même dommage parce qu'on va continuer à dégrader la situation de l'emploi, à détruire de l'emploi et à détruire des entreprises. Donc, c'est pas assez vite, c'est pas assez important. Mais ça a déjà le mérite d'exister. Il faut quand même, le reconnaître. En fait. C'est bien, mais c'est incomplet. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est incomplet. C'est un premier pas. Vraisemblablement, ce qu'il aurait fallu faire, c'était aussi prévoir à ce moment-là de transférer un certain nombre de charges qui pèsent sur le travail, comme les charges des allocations familiales, absolument, qui sont financées par ceux qui travaillent, par les entreprises et par les salariés, sur la solidarité nationale. Parce qu'au fond, payer une allocation logement, payer une allocation de parents isolés, payer une allocation de la famille, c'est une charge qui incombe à la nation et pas exclusivement au travail. Et si on avait fait ça, on aurait pu le financer par d'autres types, on aurait pu en discuter, que ce soit l'impôt, que ce soit la TVA, que ce soit autre chose, mais ça aurait permis d'aller plus loin. Il faut bien se rendre compte qu'on parle minimum de 3, 5, 7 points pour être compétitif. Là, on va être à peine à 3 points. Au bout en 2016, puisque vous savez que c'est par morceaux, alors qu'on aurait besoin tout de suite, si on veut créer un choc de compétitivité et relancer l'emploi, de 7-8 points d'un coup qui nous remettraient dans la compétitivité. Voilà. Donc voilà un peu l'enjeu. Donc pas assez vite, ça c'est sûr. Pas assez fort, pas assez vite, mais c'est déjà bien que ça existe. C'est déjà ça. Troisième sujet qu'on voudrait aborder ensemble, c'est le CFE. On va entendre un reportage qui a été fait par LCM, comme ça on écoute aussi les médias marseillais. Ça se passe à l'agglo d'Aubagne. Donc vous le savez, c'est la cotisation foncière des entreprises qui a remplacé tout simplement la taxe professionnelle. On va en parler ensemble. Écoutez. Un climat frondeur règne ce lundi matin au siège de l'agglomération du pays d'Aubagne. Les commerçants de l'agglo viennent de recevoir le montant de leur CFE, comprenez cotisation foncière des entreprises. Un nouvel impôt dont le taux est fixé directement par les communautés d'agglomération. Mais à Aubagne, cette année, son montant ne passe pas. 40% de plus d'augmentation. Ça met en péril, c'est un tsunami fiscal, ça met en péril les petites entreprises et les petits commerces d'Aubagne et de l'agglo. Alors, votre réaction, c'est quoi cette cotisation foncière des entreprises, Jean-Luc Chauvin, c'est un leurre ? Non, c'est simplement un moyen qu'a inventé le législateur, une fois qu'il a supprimé une taxe qui était injuste, la taxe professionnelle, pour donner aux agglomérations la possibilité d'en créer une autre. Alors ça a été fait sous la précédente majorité. Tout à fait, ça a été fait sous la précédente majorité. Cette cotisation foncière d'entreprise est une des deux taxes qui est venue remplacer la taxe professionnelle, et on voit bien là l'irresponsabilité d'un certain nombre d'élus de ce territoire qui ont multiplié les taux de façon inconséquente, en faisant en sorte qu'il y ait des 40% là dans votre reportage à Aubagne, mais de façon importante aussi sur d'autres points du territoire, à Martigues par exemple, et pour lesquels les élus en fait sont en dehors de toute réalité économique, prennent de l'argent supplémentaire pour des dépenses publiques, certes peut-être nécessaires, mais sans tenir compte que prendre sur les entreprises de façon aussi brutale, c'est détruire les entreprises et donc c'est détruire l'emploi. Deuxième remarque, cette CFE, donc la révolte que vous évoquez à Aubagne, s'est passée sur l'ensemble du territoire. Le gouvernement, du coup, et le Sénat viennent de faire passer un amendement pour que les collectivités qui veulent revenir en arrière, et nombre sont les collectivités qui acceptent de revenir en arrière, puisque Saint-Étienne, Montpellier, Mulhouse et d'autres le décident, puissent faire une décision rétroactive dès 2012, par une délibération avant la fin d'année, grâce à cet amendement du Sénat, pour revenir à des taux différents. Nous, sur notre territoire, on entend des bonnes volontés à Martigues ou ailleurs, mais on ne sait pas encore ce qu'ils feront. Ce qui reste encore à prouver, et on se bat actuellement avec les services fiscaux pour les entreprises, c'est que cette contribution qui doit être payée avant le 15 décembre, s'il y a des amendements pour revenir en arrière, ça serait bien que les entreprises ne l'aient pas payée, et qu'ils puissent bénéficier de l'exonération et qu'ils ne payent que la bonne partie, donc éventuellement un report de paiement ou un étalement du paiement de façon à bénéficier, puisque vous savez avec l'État, quand on a commencé à payer,
on récupérera sous forme d'un crédit plus tard, mais nous, ce qui nous manque le plus, c'est la trésorerie tous les jours. Voilà, c'est une trésorerie. Voilà, donc, est-ce que, justement, vraie révolte. Jean-Luc, vous qui êtes pour le PE13 et pour la métropole pourrait peut-être clarifier les choses. Bien évidemment que la métropole clarifierait les choses. Je vais vous prendre 2 exemples qui vont vous faire sourire. Quand vous êtes d'un côté de la 113, de la RN 113, de la route nationale 113, donc sur le département des Bouches-du-Rhône, vous avez un taux de CFE. Quand vous êtes de l'autre côté, vous avez un autre. Expliquez-moi comment vous pouvez trouver ça logique. Vous êtes des 2 côtés. Alors, vous êtes d'un côté favorisé, de l'autre côté pénalisé. La seule solution, c'est de traverser. Je veux dire, voilà, en dehors de ce côté gaguesque, parce que c'est gaguesque, voilà, on a le même problème parce que les collectivités qui ne sont pas conscientes aujourd'hui de la situation ont fortement augmenté aussi depuis 2008 les versements de transport. Et on parlait juste avant de l'avantage de compétitivité. Nos collectivités locales, il faut faire attention, si l'État fait des efforts pour rendre la compétitivité aux entreprises, il faut faire attention à ce que nos intercos et autres ne soient pas en train de, au contraire, détruire cet avantage de 3% par des augmentations fortes. La métropole, ça serait quand même une organisation qui permettrait de faire des économies de fonctionnement sur un certain nombre de points, qui permettrait de rendre plus de services directement aux usagers et d'éviter ces disparités de taux et autres, parce que franchement, j'ai rien et tant mieux pour ceux qui habitent dans les communes où on redistribue de l'argent en ce moment, parce qu'il y a des communes où on redistribue de l'argent dans les Bouches-du-Rhône, tant mieux. Mais est-ce que c'est un vrai principe d'équité que d'avoir tous les services publics alors qu'on reçoit des chèques en échange, alors que je crois que on marche sur la tête. Dans l'organisation actuelle de ce territoire, il est temps que ça cesse. 117 vice-présidents pour 9 intercos, ou 167, vice-présidents pour 9 intercos, ça fait peut-être un peu beaucoup. Il y aurait quand même de quoi remettre un peu d'ordre, à aller à l'essentiel, comme dans nos entreprises. Quand les temps sont durs, on commence par faire attention à ne pas gaspiller, à ne pas utiliser de façon non efficiente. Un bon chef d'entreprise, un bon père de famille, c'est comme ça qu'il faudrait un peu diriger ce territoire. Mais bon, évidemment, on voudrait finir sur une note d'espoir, et de l'espoir, il y en a. Marseille-Provence 2013, c'est très bientôt. Il y a des entreprises qui vont être dans tout ce principe pendant 1 an, et ça va certainement booster notre territoire, du moins on l'espère. Et puis il y a des entreprises qui réussissent bien. C'est pour ça que vous avez voulu, Jean-Luc Chauvin, que Laurent Cohen soit avec nous, puisqu'il est directeur général des parfums Corania. Et comme je le disais, il y aura un reportage donc à 20h50 dimanche sur Capital, où on va évoquer ces fameux coffrets de fin d'année sans grille, puisque c'est ce que fait Corania. Alors, pour commencer, Laurent Cohen, d'abord, on est ravis de vous accueillir. Moi, j'aimerais quand même que vous présentiez Corania rapidement, qui est une entreprise marseillaise qui a été créée en 1934. Voilà, donc Parfum Corania a été créé en 1934 par mon grand-père Fernand Cohen, déjà à Marseille. Et notre activité, c'est de créer sous nos propres marques. Donc, sans griffe, c'est vrai que ce n'est pas une griffe connue, à forte notoriété, mais de créer sous nos propres marques, voilà, ça le sera bientôt, je l'espère, sous nos propres marques, des eaux toilettes et des coffrets qui sont vendus principalement à l'international, puisque 80% de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'international et 20% sur le marché français à travers différents circuits de distribution, dont la grande distribution qui sera mise à l'honneur dans le reportage de Capital. Absolument. Alors, comment vous ont-ils contacté? Comment ça s'est passé un matin? Le téléphone a sonné. Allô, Monsieur Cohen, on voudrait venir faire un reportage au Parfum Corania? Oui, alors ils ont une émission chaque année qui a pour vocation à faire découvrir aux Français des produits, des bons plans de Noël. Et là, en l'occurrence, c'était donc les parfums qui allaient être mis à l'honneur. Et on a été contacté donc par Capital parce qu'on est un intervenant en forte croissance dans ce secteur-là de la grande distribution au niveau de l'eau toilette et au niveau des coffrets, sachant que les coffrets représentent 50% de notre chiffre d'affaires sur le marché français en grande distribution. C'est énorme, donc ils recherchaient une entreprise française, une entreprise qui se développe. Ils nous ont contactés assez naturellement. Et alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce reportage? On va vous voir travailler, on va voir l'entreprise, on va voir comment ça se passe, comment vous passez des contrats, comment vous livrez les magasins. Alors au niveau de la ligne éditoriale, c'est le nom absolu. Là on en sait vous savez pas, on n'en sait rien du tout. Alors comment ça s'est passé? Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'appréhension quand on a été contacté. Notre volonté c'était bien sûr de mettre un coup de projecteur sur l'entreprise, mais on avait de l'appréhension parce que Capital, on sait que ça peut être positif comme ça peut être extrêmement négatif. Ils utilisent comme ils veulent. On espère que ce sera positif. Mais l'idée c'était effectivement de mettre en avant notre marque, nos sociétés, le produit, les produits made in France, et puis Marseille. Et Marseille, bien sûr. C'est quand même bien sûr, parce que l'idée, effectivement, c'est de mettre un coup de projecteur sur nos produits, de mettre un coup de projecteur sur la parfumerie de fin d'année, qui est un monde assez obscur. Il y a les produits qui sont vendus en grande distribution et les produits qui sont vendus en parfumerie sélective. Les consommateurs ne savent pas trop les différences qui peuvent exister entre ces différentes gammes. Au-delà du prix, le prix effectivement, mais au-delà du prix, il y a d'autres écarts aussi qui seront dévoilés par Capital. Et l'idée pour nous, c'était de évidemment également mettre un coup de projecteur sur Marseille. On est implanté à Marseille depuis 78 ans et notre volonté, c'était de montrer qu'on
qu'on fait également de belles choses à Marseille. Et qu'on fait ici et qu'on reste ici. Alors moi, c'est une question que je vous pose à tous les deux. Est-ce que vous souffrez de l'image qu'a Marseille ? Est-ce qu'on vous dit oui, mais Marseille, vous n'avez pas nous livrer dans les temps, le port, enfin ce genre de choses, Laurent ? On en souffre, on a une vous mauvaise image. En tout cas. Une mauvaise image, c'est en ce qui me concerne, souvent beaucoup d'humour quand on parle de Marseille. Si ça reste mais l'humour répétitif, ça devient parfois pénible. Et c'est vrai que ce qu'on aimerait, c'est qu'on est au-delà de cette image-là, qui est une image qu'on ne peut pas contester. La violence, on ne peut pas la contester à Marseille. Ça dégrade l'image de Marseille, mais à Marseille, il n'y a pas que ça. Et l'une des raisons pour laquelle on a accepté de participer au reportage de Capital, c'est effectivement pour donner une autre image de Marseille. Alors ça prouve évidemment, Jean-Luc Chauvin, que si on veut réussir à Marseille, on peut. Mais bien sûr qu'on peut réussir à Marseille. D'ailleurs, je crois que c'est très important qu'on puisse avoir des témoignages, mettre en avant des entreprises comme celle de Laurent, parce qu'il y en a plein. Et c'est très important qu'on le fasse savoir aux Marseillais pour que eux-mêmes prennent conscience qu'il n'y a pas que la violence, qu'il n'y a pas que la mauvaise image. Et moi, si je pouvais dire une chose, un appel quelque part aux Marseillais indirectement, c'est de dire que tout n'est pas rose. Cette ville a toujours eu des difficultés, elle en a un peu plus. Aujourd'hui, on est sous le coup d'une période particulière avec une campagne médiatique un peu désastreuse. Mais si nous, Marseillais, on prend conscience que la ville, c'est pas que ça, c'est aussi autre chose. Si nous, Marseillais, on décide de montrer aussi nos bons côtés, les choses commenceront à s'équilibrer. Je crois que les choses commencent par nous. 2013 est une grande chance avec la capitale européenne de la culture de justement pouvoir faire voir que cette ville, c'est autre chose que ces clichés qui hantent les rédactions des journalistes parisiens qui considèrent que ici serait un monde complètement particulier et ailleurs. Ici, il y a des difficultés, il y a des choses qui vont pas bien, mais ici, il y a aussi de très belles réussites comme celle de Laurent, il y a aussi des choses qui vont très bien chez les entreprises, mais dans tous les secteurs. Il faut qu'on en soit fiers, il faut aussi qu'on en fasse la promotion, et ça, il y a que nous les Marseillais qui pouvons le faire. Nous sommes nos meilleurs ambassadeurs, donc regardez tous évidemment l'émission Capitale dimanche soir M6 20h50, et moi je voulais rappeler, puisque on parle de réussite, que vous avez obtenu pour Parfums Corania les victoires de la beauté 2010-2011, qu'en 2011 vous avez eu le prix du commerce extérieur France-Brésil, et qu'en 2011 également vous avez reçu un prix Espoir Gré d'Or pour votre collaboration avec Intermarché. Puis à partir de demain, il y a un nouveau site www.corania.com. On peut savoir tous les produits, on saura tout sur cette entreprise. Messieurs, on enchaîne avec les sorties. Merci beaucoup, mais vous restez avec moi.